Bonjour, nous sommes le 13 novembre 2023 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. La Russie a suspendu sa participation au traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, qui avait été signé par l'OTAN et les membres du pacte de Varsovie en 1990 à Paris, et qui était entré en vigueur en 1992. Donc, pour résumer, ce traité contrôlait et limitait l'acquisition de matériel militaire de chaque partie. Et cette suspension à la participation de ce traité a été suivie par les États-Unis, les pays du Benelux, ainsi que d'autres pays de l'OTAN. Au Royaume-Uni, la formation de 30 000 soldats ukrainiens s'est terminée en avance, donc ils devraient revenir dans leur pays ces prochaines semaines. Le Pentagone, par l'intermédiaire de l'adjoint au porte-parole, Madame Sabrina Singh, a annoncé que l'aide à l'Ukraine va continuer, mais de manière moins importante dans les prochains paquets. Et en parallèle, l'Allemagne va, elle, augmenter son aide, puisque l'année prochaine, elle va passer de 4 à 8 milliards d'euros. L'Ukraine a reçu des nouveaux NASAMS en provenance de Norvège et de Lituanie. Ensuite, sur la base aérienne de Fetesti, en Roumanie, alors je vais vous montrer sur la carte où elle se trouve, la base aérienne, elle est ici, exactement. Donc on a noté l'arrivée de 5 F-16 depuis les Pays-Bas. Donc il est possible que ces avions servent à la formation des pilotes ukrainiens ultérieurement. Certaines sources annoncent que des F-16 seront présents en Ukraine dès cet hiver. Et selon le renseignement ukrainien, les Russes auraient mis en réserve plus de 800 missiles de différents types, donc ce soit des missiles de croisière ou balistiques. Et en plus, ils évalueraient le contingent russe à 442 000 hommes en Ukraine actuellement, soit 22 000 hommes de plus qu'en septembre, malgré les pertes. Et un petit mot sur la météo, donc la boue est de plus en plus présente sur la ligne de front. Nous allons maintenant nous rendre donc sur le terrain, en commençant avec la région de Poltava. L'aérodrome de Myrhorod a été bombardé par les Russes, donc une nouvelle fois. Donc, dans la région de Louhansk-Kremina, alors ici les Russes engagent de nouvelles réserves sur ce secteur du front. Maintenant plus précisément sur Sinkivka. Du côté ukrainien, ils ont reçu en renfort la 57e brigade, donc j'ai matérialisé ici. Pas d'évolution sur la carte, si ce n'est un bombardement des forces ukrainiennes dans ce secteur, ce qui sous-entend que cette zone est sous contrôle des Russes. À l'est du village de Sinkivka, la 14e brigade ukrainienne a repoussé une attaque russe dans ce secteur, ici. Donc vous avez la géolocalisation et la source de la vidéo, avec l'attaque qui est repoussée, en haut à droite. Donc dans le secteur de Yaïdne, donc ici, à l'est, ici, un TOS-1 russe a été détruit par un drone kamikaze, donc le 8 novembre dernier. Pareil, en haut à droite, vous avez donc la source de la vidéo qui montre la destruction du blindé. Ensuite, sur le reste de la ligne de front, il n'y a pas de modification cette dernière semaine. Il y a des bombardements mutuels, des reconnaissances. Donc les deux armées enregistrent des pertes, mais pas d'évolution au niveau de la ligne de front. Dans la forêt de Kremina, les Russes ont bombardé un secteur. Donc j'en ai déduit que ce secteur est sous contrôle des Ukrainiens. Dans la région de Siversk, pas d'évolution cette dernière semaine, donc ce qui nous porte directement dans la région de Bakhmut. Donc ici, après avoir reçu des troupes fraîches, les Russes semblent repartir à l'offensive dans cette région, et notamment sur Berkivka et Klishivka. Au nord-ouest de Bakhmut, au sud du village de Berkivka, ici, donc les Russes avaient repris du terrain la semaine dernière, il y a maintenant donc des combats actifs dans la zone grise. Dans le secteur de Klishivka, la voie ferrée est repassée dans la zone grise. Les Ukrainiens avaient repris une partie de cette dernière. Et avec les combats donc, de cette dernière semaine, donc retour de la ligne de chemin de fer dans la zone grise. Dans le secteur de Andriivka, il y avait eu une progression ukrainienne. Donc la semaine dernière, cette progression donc, a été suivie par une contre-attaque russe qui ont repris le terrain qu'ils avaient perdu la semaine dernière. On continue sur la ligne de front, on va se rendre directement sur Avdiivka. Donc au nord, on assiste à une nouvelle avancée des forces russes, donc qui est matérialisée en violet.
ce sont les gains territoriaux russes cette dernière semaine. Mais avant d'aller directement sur le terrain, je vais vous proposer une petite vue topographique donc, du secteur de Avdiivka. Donc vous avez la ville d'Avdiivka qui se trouve ici. Donc au nord, on a le village de Stepovie ici, dans lequel il y a actuellement donc, des combats sur la partie est. Et ce qu'on peut observer, c'est que les Russes contrôlent cette partie haute, ici, donc à l'est du village de Stepovie, puisque pour rappel sur la carte, plus c'est bleu-vert, plus le terrain est bas, et plus on est dans le rouge, plus la hauteur est importante. Donc ce qu'on peut observer, c'est qu'à l'ouest du village de Krasnorivka, qui est sous contrôle donc, des Russes, il y a une hauteur qui est assez importante, et qui domine le secteur ouest, ici, et notamment le village donc, de Stepovie. Et dans la partie sud de Avdiivka, là il y a moins de dénivelé. Alors, on peut voir ici Opitnie et Vodiane, ainsi que Sveagernie qui se trouve ici, mais là vous pouvez constater qu'il y a moins de dénivelé que dans la partie nord, ici. Donc retour sur la carte. Alors, comme je vous l'annonçais, donc des gains territoriaux russes cette dernière semaine qui sont matérialisés en violet. Il y a actuellement donc, des combats dans les habitations à l'est du village de Stepovie, donc le village est ici. Il y a eu d'ailleurs des géolocalisations. Bradley a fait feu sur des Russes à bout portant, donc ce qui veut bien dire que les combats ont lieu ici. Et un autre Bradley a été donc endommagé et remorqué vers l'arrière. Donc ici, les combats ont lieu actuellement à l'est de Stepovie. Ensuite, un petit mot sur les axes d'approvisionnement ukrainiens pour la ville d'Avdiivka. Donc il y a un axe principal qui passe donc depuis Orlivka, que l'on voit ici, pour l'approvisionnement terrestre de la ville, et un axe secondaire qui passe un peu plus au nord et qui rejoint la zone industrielle de Avdiivka, et ce qui dénote toute l'importance de la zone industrielle de cette ville, d'Avdiivka, puisque c'est par ce secteur que les axes d'approvisionnement passent et permettent à l'armée ukrainienne d'approvisionner la garnison plus au sud. Donc ici, un axe et un deuxième. Et il est très important de maintenir ces axes, puisque comme je vous l'avais annoncé en introduction, il y a de plus en plus de précipitations et de boue, donc ce qui veut dire que traverser à travers champs peut être plus que contraignant. Alors dans cette partie nord, les Ukrainiens ont bombardé les positions russes à l'ouest donc du terril, de la mine qui se trouve ici. Donc les Russes sont bien présents ici. Une colonne de véhicules blindés russes a été attaquée par plusieurs drones kamikazes, donc au nord-est du terril, donc sur cet axe. Et c'était vraisemblablement des unités blindées qui étaient destinées à attaquer les positions ukrainiennes sur la zone industrielle, mais cette colonne donc, a été interceptée et nombre de véhicules ont été détruits. Les Russes ont d'importantes forces dans cette région qui n'ont pas encore été engagées dans la bataille. On va maintenant se porter dans le sud de la ville. Alors ici dans le secteur de Siernie, ici une légère progression des Russes à l'ouest de la ville. En direction de Svernie, ici les Russes ont utilisé un UR-77 pour détruire les champs de mines ukrainiens. Et dans donc, les attaques au nord et au sud, les pertes russes continuent à s'accumuler donc lors de ces offensives. Et des combats sont rapportés au sud-est de la ville, dans ce quartier exactement, donc qui est toujours dans la zone grise, mais les combats ont repris en intensité dans ce secteur. Donc voilà pour le secteur donc, de Avdiivka. Maintenant, à l'ouest de Donetsk, dans le secteur de Pervomaïskie et Vodiane, il y a eu des gains de chaque côté. Donc les Russes ici ont reçu des drones kamikazes qui affaiblissent donc, les positions ukrainiennes et qui leur ont permis de reprendre du terrain. Et les Ukrainiens de leur côté ont progressé au sud-est de Pervomaïskie, ici en direction de Pisky, donc dans la zone d'habitation. Donc voilà pour ce secteur. Maintenant on va continuer donc, sur la ligne de front. Les combats ont toujours lieu à l'ouest de Marinka, mais la ville n'est toujours pas sous contrôle des Russes, malgré leurs attaques.
Dans le secteur de Vuhledar, pas d'évolution sur la carte. Bombardement mutuel, reconnaissance en force, mais aucune évolution. On arrive maintenant dans la région de Zaporizhia, sur Novodonetsk, à l'ouest du village de Novodonetsk. Une attaque russe a été repoussée, donc il y a 2 jours ici. Donc vous avez la vidéo sur la source qui est citée en haut à droite. Ensuite, on continue sur la ligne de front. Pas d'évolution cette dernière semaine dans le secteur de Priotnier. On va se diriger maintenant dans le secteur de Robotiné, où ici donc les combats continuent dans la zone grise. Chacune des 2 armées attaque, contre-attaque, gagne du terrain et en perd d'un jour sur l'autre. Du côté des Ukrainiens, ils semblent insister à l'ouest de Robotiné et donc à l'est, donc au nord de Verbovier. Donc il y a des combats dans la zone grise et également les Russes qui utilisent encore des TOS pour bombarder les positions ukrainiennes dans ce secteur. Donc voilà pour la région de Zaporizhia. On va maintenant se porter dans la région de Kherson. Alors dans la région de Kherson, je vous avais mentionné une frappe au 1er novembre sur Strelkovie. Donc Strelkovie, c'est ici exactement. Donc dans la frappe du 1er novembre, 3 colonels russes ont trouvé la mort dans le bombardement. Vous pouvez les voir ici à l'écran. Donc il s'agit des colonels Dobriakov, Galkin et Koblov. Donc vraisemblablement, un quartier général était installé donc dans la localité et il a été bombardé donc par les Storm Shadow. Maintenant on va se rendre dans le village de Krinky, où les Ukrainiens ont encore progressé un petit peu à l'ouest du village. Et ici globalement dans ce secteur, on note que les Ukrainiens ont l'avantage, donc en moyenne de guerre électronique, en artillerie, en combat de contre-batterie et également en nombre de drones kamikazes qui pullulent dans ce secteur. Alors ici j'ai mis le nom des 3 brigades, donc cela ne veut pas dire qu'il y a l'effectif de 3 brigades ukrainiennes sur Krinky, mais il y a un détachement donc, de soldats ukrainiens qui appartiennent à ces 3 brigades. Le village de Krinky a de nouveau été bombardé par les Russes, et notamment ils ont utilisé des FAB, ici, donc à l'ouest, sur les positions ukrainiennes. Ça a permis de mettre cette zone sous leur contrôle. Encore plus à l'ouest, il y a des combats, ici, donc entre Russes et Ukrainiens, à l'ouest de Krinky, donc qui est dans la zone grise cette fois-ci. Et il y a également de nombreux combats dans la zone forestière, ici, qui se trouve donc au sud du village de Krinky. Et côté ukrainien, donc ils acheminent donc toujours des renforts, ils évacuent leurs blessés, mais on ne note pas encore de véhicules lourds type char du côté ukrainien sur cette tête de pont. Donc il y a les combats sur Krinky, mais il y a également les bombardements et le harcèlement des drones kamikazes ukrainiens sur les arrières. Notamment ici, un convoi russe a été intercepté et détruit par des drones kamikazes, donc sur le village de Korsunka. Plus au sud de Krinky, un engin de guerre électronique, un Layer 2, a été détruit par une frappe de HIMARS, donc le 8 novembre. Toujours dans la région de Kherson, un convoi russe a été bombardé par un HIMARS, une nouvelle fois ici, donc une dizaine de véhicules russes sous le feu donc de HIMARS. Plusieurs de ces véhicules ont été détruits. En haut à droite, vous avez bien sûr la vidéo du bombardement, avec la géolocalisation du convoi. Il y a également eu un bombardement donc, dans la ville de Skadovsk, qui se situe ici. Donc, je vais dézoomer pour bien vous montrer où ça se trouve. Donc ici sur Skadovsk, il y a eu un bombardement. Donc selon les Ukrainiens, une dizaine de militaires russes auraient été tués donc, dans la frappe. Vous avez donc la vidéo en description, et avec également des photos et des vidéos de militaires russes sous les décombres. On peut donc noter dans la région de Kherson une augmentation des bombardements ukrainiens sur les arrières russes et notamment sur leur chaîne logistique. Ensuite, dans la région de Odessa, donc suite au dernier bombardement, un navire battant pavillon du Liberia a été touché. Donc, le navire est endommagé, mais il n'est pas détruit. Et enfin, en Crimée, il y a eu une nouvelle attaque de drones navals ukrainiens, cette fois-ci donc dans le port de Tchornomorsky, donc qui se situe ici. 4 drones navals donc, sont entrés dans la rade et ont touché 2 navires amphibies russes.
Donc vous avez la vidéo de l'attaque en description. Les navires russes qui ont été touchés semblent être de type Cerna. Donc vous pouvez voir ici à l'écran, donc c'est des navires de débarquement, une vingtaine de mètres de long. En même temps, un missile Neptune a explosé dans ce secteur, mais sans parvenir à toucher une cible. Mais ce qui est marquant ici, c'est qu'aucune mesure de précaution a été prise côté russe, notamment pour protéger ou empêcher l'accès à la rade, comme on peut le voir à Sébastopol où le niveau de protection est bien plus élevé. Donc voilà pour les informations donc au 13 novembre 2023. Donc en résumé, les Russes ont reçu d'importants renforts dans la région de Bakhmut. Les Russes progressent au nord de Avdiivka avec les premiers combats dans le village de Stepovie. Quant aux Ukrainiens, ils améliorent leur position dans le village de Krinky et en même temps intensifient leur bombardement sur les arrières russes dans cette région. A noter que le président Poutine s'est rendu au quartier général de Rostov, où il a été reçu par Shoigu et Gerasimov. Et enfin, au niveau du climat, le vent et la pluie affectent l'utilisation des drones sur certaines parties de la ligne de front. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée, et à très bientôt. Merci.